coordinateur de ce MOOC, et au nom de toute l'équipe qui a préparé et qui anime ce MOOC, je suis heureux de vous accueillir et de vous retrouver. On vous retrouvera chaque semaine autour de cet événement. Donc cette semaine, vous avez commencé à découvrir les contenus du MOOC, à échanger sur les forums. Vous avez compris que finalement, votre formation va passer bien sûr à travers ce que l'on a préparé pour vous, mais aussi à travers tous les échanges, à travers ce que vous allez construire dans les forums, à travers vos mini-enquêtes, et aussi à travers ces événements live donc, que l'on a voulu incorporer afin de répondre à vos questions, d'approfondir les points qui vous semblent les plus intéressants et qui ont émergé au cours de la semaine. Donc cette année, on va faire une innovation. On a demandé aux étudiants, ce seront les étudiants de Montpellier Supagro qui animeront ce forum, donc des étudiants actuellement en formation et qui suivent un parcours agroécologie de 3 mois. Et donc, ce sont eux à la fois qui animeront le débat et qui relayeront les questions que vous posez par Twitter. Donc je passe tout de suite la parole à Marie-Charlotte et à André pour cette animation. Merci à eux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc avec André, nous allons interviewer Stéphane de Tourdonnet, agronome à Montpellier Supagro, Aurélie Javel, ethnologue à l'Institut de l'éducation à l'agro-environnement à Florac, et Sarah Clerguin, qui est présente aussi, ingénieure pédagogique. Donc Aurélie n'a pas pu venir malheureusement, mais elle est en visio avec nous depuis Florac. En ce qui concerne le déroulé de cette interview, nous allons poser les questions que nous avons trouvées sur les réseaux sociaux et sur le forum de discussion du MOOC. Et surtout, n'hésitez pas à réagir en live sur Twitter en envoyant vos questions pendant les 30 prochaines minutes avec le libellé LT #MOOCae. Je vais passer la parole à André pour la première question. Alors, bonjour. Nous allons commencer avec une question pour Aurélie. Alors, pouvez-vous synthétiser les grands principes autour de la relation homme-nature et comment cette dimension est adressée dans l'agriculture écologiquement intensive pensée par M. Griffon? En plus, dans le MOOC, vous parlez de la séparation entre l'homme et la nature. Pensez-vous que l'agroécologie casse cette séparation? Alors bonjour à tous déjà. Merci pour cette question qui est une très vaste question. Donc en fait, on a vu effectivement que l'agroécologie permet de remettre le fonctionnement des écosystèmes au cœur des processus de production. Et en fait, du point de vue des relations homme-nature, en fait, il y a forcément des liens. Ça veut dire que la nature n'est plus considérée comme un frein et la nature n'est plus considérée comme un simple support à la production. Donc ça veut dire que on peut prendre en compte, on voit apparaître d'un point de vue conceptuel, si vous voulez, ce qu'on appelle les non-humains. Donc par exemple les non-humains, ça peut être des vers de terre, ça peut être le sol, ça peut être les auxiliaires des cultures, les parasites. Donc tout ce qui participe à présent en agroécologie au processus écologique. Et donc c'est la sociologie des sciences, qui a fait apparaître ces concepts de non-humains en tant que éléments conceptuels au même niveau que les humains. Et ça, c'est très important puisque c'est vraiment une révolution d'un paradigme, puisqu'avant, on avait plutôt tendance à considérer les humains et le reste de l'existence. Donc ça veut dire que d'un point de vue conceptuel, on peut considérer ces éléments de nature. Et ça veut dire que l'action de ces éléments de nature en agroécologie est considérée de manière positive. Et ça, c'est vraiment un changement, j'allais dire révolutionnaire, si on veut, voilà, dans les processus agricoles. Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question sur les positions de messieurs Le Foll, Dufumier, Parmentier, entre autres, on retrouve évidemment le rôle de la nature comme élément positif. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que dans leurs discours, ou également dans d'autres textes officiels, je pense par exemple au rapport là qui est paru en décembre 2016, je crois, du Conseil économique, environnemental, enfin social et environnemental. Le rôle positif des éléments de nature est effectivement cité, avec notamment les travaux d'Altieri, mais ça ne va pas plus loin. Alors qu'est-ce que j'entends par aller plus loin? C'est-à-dire qu'on ne questionne pas tous les concepts culturels en fait
qui guide en fait cette appréhension positive des éléments de nature. Ça veut dire que en fait on ne questionne pas ce qui nous a amené en fait à considérer le sol ou les éléments de nature comme des simples supports de production, comme des objets qui sont uniquement des freins et des contraintes à la production. Et qu'est-ce qui d'un coup nous fait passer à les considérer comme des éléments positifs qui deviennent presque des partenaires de travail. Et ça, c'est pas juste des considérations techniques qu'il s'agit de prendre en compte, c'est aussi tout un contexte culturel qui, j'espère, a été retranscrit dans ce MOOC, en fait, avec toute son histoire, tous ces enjeux, tous ces questionnements actuels que l'on est en train de vivre. Et donc ça, ces questionnements-là apparaissent relativement peu en fait dans les discours actuels, alors qu'on considère juste comme un fait que la nature devient partenaire, mais c'est pas si simple à changer dans les mentalités. Pour répondre à la troisième question sur la cassure entre la séparation homme-nature. Je dirais en fait que alors l'agroécologie, c'est pas l'agroécologie qui a amené à mettre fin à la cassure entre homme et nature. Hein, c'est toute une réflexion qui existe depuis plusieurs années sur le non-sens de cette séparation intellectuelle entre deux concepts qui finalement, on se rend compte, étaient complètement artificiels. Donc c'est quelque chose qui existe depuis quelque temps, qui est en train d'être réfléchi, donc qui a peut-être amené en fait à autoriser ce changement de paradigme en agroécologie, puisqu'en fait on s'appuie sur une réflexion beaucoup plus large sur les relations entre l'homme occidental et la nature. Donc est-ce que l'agroécologie a permis de rompre cette cassure? Je dirais que peut-être pas autant, mais en tous les cas, elle participe en tous les cas à recréer un lien, à repenser le lien entre homme et nature, oui. Merci pour cette première réponse. Je vais passer à la deuxième question donc à Stéphane. Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer du rapport marchand, de la vente, à l'échelle de l'exploitation? Et si oui, est-ce qu'il faudrait tendre vers cela? Alors, effectivement, c'est une question très intéressante qui renvoie, je pense, par rapport à ce que l'on a présenté dans cette première session, à la notion d'autonomie qui est revendiquée aussi souvent dans ces approches agroécologiques, avec l'idée finalement de se dire l'autonomie, enfin, l'approche agroécologique se baser sur des processus écologiques va nous permettre d'être plus autonomes par rapport aux intrants, par rapport aux produits chimiques, par rapport aux engrais, etc. Et donc on va pouvoir diminuer les rapports marchands et finalement, pourquoi pas se passer complètement de ces rapports marchands. Alors, à la fois une réflexion sur les rapports marchands au sens les produits qu'on achète, d'accord, et se dire on va en acheter de moins en moins et de plus en plus autonome par rapport à ça, mais aussi les produits qu'on vend et avec la promotion effectivement des filières courtes plutôt que de rentrer dans des grands circuits de distribution dont on sait qu'ils peuvent avoir un impact sur l'environnement et sur la manière de s'alimenter, aller plutôt vers de la consommation locale, voire de l'autoconsommation. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qui est très présent finalement dans ce que l'on peut lire ou entendre autour de l'agroécologie. De mon point de vue, je ne pense pas que ça va aller jusqu'à, comme suggère la question, jusqu'à une remise en cause sans doute, mais s'émanciper complètement des rapports marchands, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que ces rapports marchands, d'une part, sont un élément clé de la production agricole. Et on ne peut pas effectivement imaginer une production agricole pour le 21e siècle qui puisse s'en passer complètement, même si on peut imaginer des expériences locales qui peuvent s'en passer, ou des monnaies locales aussi qui émettent ce genre d'expériences qui sont très intéressantes. Mais se passer du rapport marchand, ça me semble être illusoire et sans doute conduire à restreindre l'agroécologie à un champ très confiné et à ne pas toucher beaucoup d'agriculteurs. L'autre chose, c'est que je pense que les rapports marchands peuvent être un levier extrêmement intéressant pour la transition agroécologique. Et ça, c'est l'autre point de la question, c'est-à-dire la manière dont on vend et donc derrière la manière dont on consomme ou qu'on achète va pouvoir influencer les systèmes de production pour aller vers la transition agroécologique. C'est quelque chose que l'on verra beaucoup plus, que l'on développera dans la 5e séquence du MOOC. Donc je ne vais pas trop déflorer cette question aujourd'hui, mais vous verrez effectivement comment ces rapports marchands
notamment avec l'analyse de Sophie Toyer qui est économiste, peuvent être des leviers clés pour la transition agroécologique. Merci. Alors, avant de continuer les questions, on a eu une question sur la réponse d'Aurélie, qui est « Peut-on quantifier les éléments non humains dans les bilans écologiques de l'agroécologie ?» Alors là, je renverrai la question à Stéphane. En fait, tel que je la comprends, c'est dans les fonctions, enfin, c'est vraiment les processus écologiques, en fait. Peut-on quantifier les éléments non humains dans les bilans écologiques? Elle est pas évidente à comprendre, cette question, effectivement. De toute façon, les éléments non humains, on les quantifie déjà. Tous les impacts environnementaux, quand on quantifie l'impact des gaz à effet de serre, etc., on est bien sur les éléments non humains dans les bilans écologiques. Donc c'est en ça que je la comprends pas complètement. Donc désolé de ne pas répondre plus que ça. Donc on continue sur une autre question adressée à Aurélie. L'homme peut-il prétendre à une existence sans recours à la nature? Bon, là, c'est pareil, j'ai eu un petit peu de mal, en fait, à comprendre la question. Donc, j'imagine que c'est en référence à la production agricole. Et du coup, cette question, je la rapprochais d'une autre question qui a été posée sur peut-on rendre le hors-sol compatible avec l'agroécologie? Et parce qu'en fait, ça me fait penser à essayer de vouloir définir la nature, en fait. Ces questions, c'est qu'est-ce que c'est la nature? Qu'est-ce que c'est la nature dans un processus écologique? Et ça, j'avoue que c'est peut-être pas dans un live en 30 minutes qu'on va résoudre la question. En tous les cas, on peut se poser des questions. C'est par exemple, pour aller à l'extrême, dans une culture hydroponique, on a des éléments nutritifs, on a du sable, si je ne me trompe pas. Enfin, on a des éléments qui sont des éléments naturels. Est-ce que ça, c'est de la nature? Donc, est-ce que c'est par exemple des cultures uniquement hydroponiques? Est-ce que ce serait un fonctionnement naturel? Là, les guillemets, on en met de partout, quoi. Et ça, l'agroécologie est en train de poser toutes ces questions. On n'a évidemment pas toutes les réponses. Mais ça fait partie de cette redéfinition de ce qu'est la nature, de quelle relation on entretient avec elle, où sont les frontières, s'il en existe encore. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, en culture complètement hors sol, est-ce qu'on peut dire que ça préserve l'environnement? Donc ça, c'est pas moi qui vais y répondre, hein, je laisse les agronomes et les écologues y répondre. Ça permet de travailler alors en partenariat, mais c'est pareil, il faut mettre des guillemets avec la nature. Qu'est-ce que c'est la nature? Qu'est-ce que c'est le partenariat? Mais en tous les cas, l'intérêt de ces questionnements, c'est que ça permet de réfléchir à nos relations à la nature et revenir à cette fameuse séparation et à ce fameux sentiment de supériorité qu'on peut avoir sur la nature, au sens où nous devons la gérer en tant que responsables de la nature. Et au moins, l'agroécologie permet de questionner notre rapport de supériorité, nos relations à l'altérité. Et quand je parle de relations à l'altérité, c'est pas uniquement envers les vers de terre, par exemple. Ça peut être aussi l'altérité humaine, puisque l'agroécologie questionne également tous les circuits de distribution, les relations au territoire, les relations de l'exploitation au territoire. Donc on voit qu'en fait la réflexion sur les relations entre l'homme et la nature ont des échos beaucoup plus larges sur les relations qu'on peut avoir entre humains dans une gestion agroécologique d'un territoire. Donc voilà, c'est gigantesque, hein, en fait, toutes ces questions. C'est des questions pour partie philosophiques, qui n'ont pas de réponse, mais qui au moins, en tout cas, le méritent de nous mettre en questionnement là-dessus. Merci. Et moi, j'aimerais bien relancer sur la même question, Stéphane. Est-ce que vous pensez que le hors-sol peut être compatible avec l'agroécologie et ses principes? Donc effectivement, c'était une question posée sur le forum. Cette question du hors-sol, elle est très intéressante parce que, d'une part, on peut dire, par exemple, l'approche de permaculture, qui est une approche vraiment identitaire de l'agroécologie, on peut considérer la permaculture comme une forme de hors-sol. Alors, je suis un petit peu provocateur en disant ça, mais effectivement, le fait de recréer finalement ces couches de matière organique
pensé pour pouvoir avoir un milieu qui soit le plus nutritif possible pour les plantes et qui soit le plus stable possible, ces couches sur lesquelles on fait pousser nos végétaux, ce n'est pas du sol. C'est quelque chose qui a été construit de main d'homme pour pouvoir être, alors bien sûr, respiré par la nature, mais on peut dire la permaculture, c'est une culture hors sol. Et ça permet aussi, l'intérêt, c'est que ça permet de faire de la permaculture dans des zones et des lieux qui seraient inaptes à la culture en sol, par exemple. Enfin, pour exemple, le potager agroécologique, par exemple, qu'ont mis en place les étudiants de l'Institut des régions chaudes à Supagro, ils l'ont mis en place sur une carrière. Donc il y avait rien du tout comme sol, et aujourd'hui, il y a un potager luxuriant construit sur ces principes-là. Donc de ce point de vue-là, on peut dire, oui, le hors-sol est compatible avec l'agroécologie. Après, évidemment, quand on parle de hors-sol, en général, on pense plutôt aux cultures en goutte à goutte sur laine de roche, dans des grosses serres, etc. Là-dessus, mon point de vue, c'est que ce qui est important, c'est pas de dire finalement ça peut être agroécologique et ça ne peut pas l'être, ou d'exclure, mais de se dire comment on peut mettre en place un raisonnement agroécologique sur n'importe quel système. Et de se dire, même une culture hors sol, on peut imaginer de la faire évoluer dans une voie qui soit plus agroécologique. Alors, ça existe déjà, notamment avec la protection intégrée, avec le fait sur ces serres d'introduire des auxiliaires et de jouer sur vous verrez là aussi un exemple dans la séquence 2 là-dessus. Donc voilà, c'est de se poser un questionnement agroécologique finalement sur n'importe quel système et de ne pas dire a priori celui-là est exclu de l'agroécologie. D'accord, merci. Donc, une nouvelle question pour Stéphane. Pourrions-nous envisager un logiciel de modélisation de notre projet agroécologique de rêve ? J'ai bien aimé cette question. Oui, non, Ça marche. Ok. Je pense que ça marche. Oui, parce qu'on a vu effectivement fleurir. On a vu fleurir sur le site une diversité de projets agroécologiques de rêve. Tous, on a pris plaisir à lire ceux des uns et des autres, voir à quel point il y avait des idées intéressantes, créatives, etc., qui sortaient de ce forum. Et donc, la question, voilà, peut-on envisager un logiciel de modélisation de ça ? Alors, j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait être un logiciel de modélisation. L'idée que je me fais derrière par rapport à celui qui a posé cette question, c'est de se dire le projet agroécologique de rêve, c'est une projection qu'on a dans l'avenir. Et finalement, les modèles et des logiciels de modélisation, c'est un des outils pour pouvoir se projeter et pouvoir imaginer finalement quelle serait la manière de pouvoir construire ce que l'on a dans la tête et de pouvoir quantifier, de pouvoir faire finalement une évaluation avant même de le mettre en place et de pouvoir tester finalement ce monde virtuel pour l'instant que l'on a en tête, mais que l'on peut mettre en œuvre. Il faut voir que la modélisation, effectivement, est un des outils clés pour la recherche, un outil clé aussi de plus en plus pour l'opérationnel, pour le développement, et des agriculteurs ou des techniciens ou des conseillers à travers le monde utilisent de plus en plus, effectivement, ces outils-là. Je pense que par rapport à l'agroécologie, ils ont l'intérêt effectivement de pouvoir se projeter, de pouvoir y compris aller sur le temps long, de savoir ce qui se passerait dans 10 ans, 20 ans, parce qu'avec l'agroécologie, il y a certaines actions qu'on va voir assez vite et d'autres, par exemple la matière organique, etc., qui vont mettre très longtemps à venir, et donc cette approche-là peut être intéressante. En même temps, il faut bien voir que aujourd'hui, quand on regarde sur les sciences agronomiques, la modélisation, elle a surtout su intégrer les phénomènes physiques, les phénomènes chimiques. Et les phénomènes biologiques, qui sont, j'allais dire, autrement plus complexes, commencent à être intégrés, mais sont encore souvent de manière assez partielle. Par exemple, on sait simuler un champignon ou un pathogène, mais l'ensemble des champignons et des pathogènes qui peuvent attaquer une culture reste souvent en dehors du champ des possibles pour la modélisation. Donc on est obligé de simplifier souvent beaucoup les systèmes avec la modélisation, ce qui d'un certain point de vue ne permet pas de rendre compte de la totalité de ce que peut changer une approche agroécologique. Donc je pense que ça peut être des outils intéressants, mais avec cette limite à la fois de pouvoir intégrer des processus biologiques et d'avoir cette vision globale qui parfois n'existe pas dans des modèles trop simplifiés. D'accord, merci. Alors si on reste un peu dans la partie un peu virtuelle, est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en place une plateforme qui référencerait tous les lieux agroécologiques, une espèce de carte virtuelle en France et même dans le monde
Ouais, ça serait bien. Je vais charger nos étudiants de faire ça, de repérer, de mettre en ligne. Alors évidemment, ça serait je pense que ce recensement, la grande question, ça serait la mise à jour. Parce que l'agroécologie, c'est en train de bouger. Il faudrait déjà définir ce qu'est un lieu agroécologique. Et là, vous verrez que tout au long du MOOC, ça va être difficile. Vous allez faire l'expérience aussi avec la mini-enquête, qui est une façon de repérer aussi des expériences d'agroécologie et de les partager entre vous. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'on a déjà commencé à faire cette plateforme à travers la première session du MOOC. On va l'enrichir avec la deuxième session. Après, effectivement, je pense qu'au niveau des forums, de pouvoir échanger aussi entre vous sur des expériences d'agroécologie qui vous semblent intéressantes et qui ont une certaine visibilité sur la toile ou des articles là-dessus, c'est aussi de votre responsabilité de faire ça. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant finalement d'avoir une approche participative de ce recensement que de pouvoir se dire, nous en tant que Supagro, on va recenser et mettre à jour tous les lieux parce que ça demanderait un travail, ça ne serait pas forcément complètement pertinent par rapport à ce qui bouge très, très vite. Merci. Pour revenir à une question beaucoup plus fondamentale sur l'agroécologie, pensez-vous qu'elle puisse permettre de répondre à la demande alimentaire croissante? Alors ça, je l'ai un petit peu présenté dans la première séquence sur une vidéo justement sur les enjeux de l'agroécologie. Vous pourrez revenir sur cette vidéo dans la séquence 1. Vous pouvez aussi peut-être aller voir une vidéo de Pablo Titonel qui est dans une section pour aller plus loin. C'est une petite vidéo qui fait 10 minutes où je trouve qu'il y a une très bonne réponse à cette question. Est-ce que l'agroécologie peut répondre à la demande alimentaire? Parce que c'est évidemment un point clé. On voit bien que derrière cette question, il y a à la fois la question de la production, la question de la commercialisation et la question de la diète alimentaire. C'est-à-dire que la demande alimentaire, c'est pas simplement est-ce que l'agroécologie va permettre d'augmenter les rendements. Mais c'est effectivement, est-ce que l'agroécologie va pouvoir avoir un niveau de productivité suffisante par rapport à des systèmes qui sont déjà productifs, si on veut les avoir en comparaison. Et là, on a des tas d'expériences qui montrent que c'est effectivement le cas. On peut imaginer des systèmes agroécologiques qui permettent de faire ça en utilisant moins d'intrants. C'est vraiment un des enjeux clés pour la suite. Et puis la question aussi, comment finalement les systèmes qui sont aujourd'hui les plus pauvres, j'allais dire, en termes de production, qui ont des productions les plus faibles, dont on sait que, par exemple, une grande partie de la malnutrition, de la sous-alimentation à l'échelle de la planète est liée au fait que les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Là, on voit bien qu'il y a des expériences, effectivement, où l'agroécologie, par rapport à ces agricultures qui ont peu d'accès aux intrants, peut apporter des solutions pour répondre à la demande alimentaire. Donc voilà, je fais vraiment... Et puis aussi... par rapport à ce que je disais, l'agroécologie, c'est pas simplement regarder ce qui se passe au niveau du champ et de la production, mais également imaginer ce que dit Franti, justement, le système alimentaire et l'écologie du système alimentaire. Et donc, c'est vraiment avec ces approches-là, à une échelle un peu plus macro, que l'on va pouvoir réfléchir à aux manières de répondre à ce défi de l'alimentation du monde. On va passer aux questions un peu plus pratiques en ce qui concerne le fonctionnement du MOOC. Et je vais poser la question à Sarah. Comment est-ce qu'on peut accéder aux enquêtes, aux mini-reportages du MOOC de l'année dernière? Oui, bonjour à tous. On avait un petit problème technique sur le système d'enquête. Donc normalement, c'est bon, vous y avez accès. Malheureusement, toutes les enquêtes ne sont pas publiques. Donc on va essayer de les rapatrier, de vous donner accès à ces enquêtes au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas sur les forums à nous indiquer les enquêtes auxquelles vous souhaitez accéder et qu'on les rende accessibles en priorité. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un moyen d'organiser des repas partagés par tous les participants du MOOC agroécologie dans différentes villes, par exemple à Montpellier?
Alors, il n'y a aucun problème, des repas partagés, des cafés partagés, des apéros partagés, absolument tout ce que vous voulez. On a créé un fil de discussion dans le MOOC justement pour vous permettre d'être à l'initiative de ce type d'événements et de rencontres. Pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait aussi du réel au sein du MOOC et des rencontres. Et voilà. Donc, on va, au fur et à mesure de vos propositions sur les forums, compléter une carte des initiatives locales autour du MOOC. Voilà. Et Et je voudrais juste rajouter que on vous invite aussi, si vous voulez venir sur Montpellier, à assister à ces événements live. Et puis on pourra aussi avoir des moments de discussion avec vous pour ceux qui sont autour du Montpellier. Donc aujourd'hui, on accueille une personne. Donc on est très, très contente de l'accueillir et de discuter avec elle juste après. Mais pour les prochaines fois, s'il y a d'autres personnes autour de Montpellier ou près qui veulent venir, vous serez tous les bienvenus donc au grand amphi de Supagro, de Montpellier Supagro. Et une dernière question un peu pratique, enfin plus ou moins, c'est un peu sur le futur du MOOC. Est-ce qu'il y en aura d'autres et est-ce qu'ils seront différents des deux premiers? Tu commences ? Oui, alors ce serait toujours un peu les mêmes, mais toujours un peu différents. Oui, l'idée c'est de reproduire le MOOC chaque année à la même période. Donc la prochaine session, on peut l'annoncer dès aujourd'hui, ce sera février 2018. Et sur les changements, je passe la parole à Stéphane. Oui, alors vous l'imaginez, faire un MOOC, c'est un très gros travail. On l'a fait pour l'an dernier, on a fait une session l'an dernier, c'était vraiment une très belle expérience. Cette année, vous voyez qu'on fait ça avec les étudiants, ce qui permet effectivement de pouvoir pérenniser cette activité-là, d'en faire aussi une activité de formation et d'enseignement pour eux, de pouvoir jouer sur ces articulations et ces dialogues entre professionnels et étudiants que l'on a vu se faire dans la première session du MOOC et qui sont vraiment un lieu, je trouve, d'échange et de formation très, très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en mesure de vous dire effectivement maintenant, chaque année, on pourra faire une session du MOOC. Vous l'avez vu, la deuxième session, elle est déjà un petit peu différente de la première. On a amélioré des petites choses par rapport au retour qu'on avait eu. On a rajouté une nouvelle séquence sur la transition agroécologique, effectivement, qui faisait défaut dans la première séquence. Pour les autres... je ne vais pas m'engager aujourd'hui, mais je pense que pour les autres sessions du MOOC, on fera aussi à la fois des améliorations et l'idée aussi, c'est de proposer de nouvelles séquences. Alors, notamment, vous verrez la séquence 3, vous avez le choix entre différentes expériences de mise en œuvre de l'agroécologie. Donc aujourd'hui, vous avez 4 expériences sur les cultures associées, sur l'agroforesterie. Enfin, là, je dévoile un peu de ce qui va arriver. Mais l'idée est de pouvoir aussi, au fur et à mesure, de pouvoir vous proposer d'autres expériences de mise en œuvre de l'agroécologie. Et peut-être que dans quelques années, ce ne sera pas 4, mais 7, 8, 9 expériences qui seront ainsi accessibles et qui permettront d'élargir finalement la palette et les ressources de formation qu'on met à votre disposition. Après aussi, l'expérience montre que... Enfin, une toute petite expérience de deuxième session montre que chaque année... Enfin, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les forums et ça se passe différemment chaque année. Et donc, il y a eu des tas d'échanges l'an dernier sur les forums qui ont été très riches. Il y en a d'autres qui commencent cette année sur les forums et on voit qu'il y a aussi des choses très riches qui se passent. Donc, j'allais dire, même si on a déjà fait le MOOC, il y a des choses effectivement à apprendre et à échanger à travers ce dispositif qui ne comprend pas que des cours, mais aussi tout ce qui va autour. Merci. Oui. Donc, Peut-être qu'il y avait très rapidement, une question. Un tweet de Joachim Dabrowski. J'anticipe peut-être un peu, mais y a-t-il une place pour les OGM dans la réflexion agroécologique ? Oui, on verra. On la garde pour la séquence suivante. Parce qu'on en parle un petit peu dans la séquence 2. Donc c'est une question qui est effectivement très intéressante. Une autre question aussi qui était juste avant qui nous est arrivée, si tu peux remonter un petit peu, Driss, parce qu'on a toute notre équipe à la régie, Driss et Laura. Merci. Donc, comment imaginez-vous une agriculture affranchie des énergies fossiles au niveau de la production des outillages, transport des denrées, forage, travail du sol, etc. Et existe-t-il des travaux de recherche approfondis sur cette question ? Donc effectivement, c'est une question qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps.
Ce qui est intéressant aussi, effectivement, dans une approche agroécologique, c'est on se dit on va essayer de diminuer notre dépendance aux intrants, c'est d'imaginer des systèmes qui puissent se passer de certains intrants. Parce que on pousse au bout finalement la logique et on imagine de ce point de vue-là, de mon point de vue, l'agriculture de demain où les énergies fossiles seront beaucoup plus chères, voire épuisées. Une agriculture affranchie des énergies fossiles, on a déjà des expériences de ça. Ça va bien sûr beaucoup passer par la diminution du travail du sol, qui est un des gros postes d'usage d'énergie fossile. Mais vous savez que le plus gros poste d'usage d'énergie dans l'agriculture, c'est les intrants liés à l'azote. Donc plus on diminue finalement l'usage d'engrais azotés, plus on va diminuer le besoin en énergie très fort que demande la synthèse de cet engrais azoté. Et donc de ce point de vue-là, voilà, le fait d'intégrer des légumineuses dans les systèmes de culture, etc., va dans ce sens-là. Bien sûr, diminution du travail du sol, ça peut aller jusqu'à la traction animale, par exemple, qui permet là de s'affranchir totalement, effectivement, des énergies fossiles. Et on voit ici, dans le Languedoc, la traction animale en vigne est quelque chose qui reprend, qui a du sens, ou dans les espaces verts aussi, dans l'entretien des espaces verts de certaines communautés. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut se faire autour de ça. Et après, je pense que cette question, elle renvoie aussi à une autre transition que la transition agroécologique, qui est la transition énergétique. Et effectivement, comment on imagine en agriculture une transition énergétique, au sens une agriculture qui puisse complètement se passer de pétrole. Et ça va aussi dans le sens vers la valorisation de l'éolien, du solaire, etc. Donc qui dépasse un petit peu effectivement le cadre de l'agroécologie sensu stricto. Merci. Et c'est donc sur cette question que l'on conclut le premier live du MOOC Agroécologie. Alors merci à Aurélie, Stéphane et Sarah d'avoir répondu aux questions. Si jamais vous avez posé des questions sur les forums et que personne n'y a répondu aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ne vous sentez surtout pas lésés puisqu'elles trouveront une réponse directement sur les forums. Sinon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le live de la séquence numéro 2, donc le jeudi 2 mars à 13h. On recevra les intervenants de la deuxième séquence, donc Elena Kazakou, qui est écologue au CNRS de Montpellier, et Antoine Gardarin, qui est agronome à l'AgroParisTech. Donc, comme pour ce live-là, n'hésitez pas à envoyer des questions sur les différents forums liés au MOOC. Et merci de votre écoute et de votre participation au MOOC. Ah, excusez-moi, le live sera à 14h le mardi 2 mars. Merci, à bientôt.